Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Tiffaine sur son activité de détective privé. Un métier beaucoup mis en avant dans les séries et les films américains, mais que l'on connaît finalement assez peu. Tiffaine a créé son entreprise et nous raconte en toute discrétion l'envers du décor du métier de détective privé à la française. Bonjour Tiffaine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast des Cascadeuses. Donc, alors tu as une activité professionnelle très particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? Oui, alors bonjour Cindy, je suis très contente que tu m'aies invitée sur ce podcast. J'étais très étonnée de ton invitation parce que c'est vrai que dans mon métier, on a du mal à se faire à communiquer en tout cas. Alors moi, je suis détective privée. J'ai 25 ans, je suis d'origine bretonne et je me suis installée à Marseille depuis 2016. D'accord. Et j'ai toujours voulu faire ce métier. C'est vrai que c'est très particulier. Disons que dans notre entourage, on a toujours des gens qui veulent faire des métiers hors du commun, mais pour le coup, j'ai bien étonné mes parents. J'imagine, ouais. Et alors, comment ça t'est venu, cette idée d'être détective privé ? C'est depuis l'enfance, l'adolescence ? T'as été inspirée par je sais pas, des livres, des films ? Alors c'est vrai que les films, évidemment, ça aide beaucoup à choisir ces professions, ou en tout cas ça inspire. Oui. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours été passionnée par les métiers de l'urgence. Quand j'étais jeune, j'ai fait une école de jeunes sapeurs-pompiers, caserne. Du coup, à mes 18 ans, j'ai passé un brevet national de JSP. J'ai été pompier volontaire pendant plusieurs années. Et c'est vrai que ça collait beaucoup à ma personnalité, l'urgence, l'aide à la personne, tout ce qui était aide à la personne et urgentiste. D'accord, avec un côté assez physique quand même, parce que pompier et puis même détective privé, je pense qu'il faut avoir une bonne condition physique. Ah oui, ça c'est sûr. Et c'est vrai que le sport, c'était peut-être ce qui m'a rattrapé au bac. Peut-être. Ah d'accord. Non, mais c'est vrai que j'étais vraiment passionnée par le sport. Je faisais évidemment du sport avec l'école de jeunes sapeurs-pompiers, mais je faisais aussi beaucoup de basket. J'en ai fait pendant presque 12 ans. Donc vraiment, mes semaines étaient vraiment, vraiment très sportives. Du coup, le sport, tu le retrouves dans ton activité aujourd'hui ? Peut-être un peu moins, Ouais. parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'attentes en voiture. Mais c'est vrai que le côté cardio, dès qu'il faut y aller, suivre quelqu'un, il faut le suivre. S'il court, il faut courir. S'il est en vélo, faut faire du vélo. C'est vrai que c'est le cardio qui est beaucoup plus mis en place à ce moment-là. Et oui, d'accord. Du coup, il faut s'adapter et puis il faut que la condition physique suive aussi. Du coup, il y a une école pour tes détectives privés. Comment t'es arrivée à être diplômée ? C'est vrai que tout ce qui était pompier volontaire, c'est vrai que ça me plaisait beaucoup, mais il y avait le côté uniforme où tout le monde me voit. Alors, je voulais pas en faire mon métier pompier professionnel. Donc, j'ai cherché quelque chose qui me convenait mieux pour ma vie professionnelle. Et donc, du coup, je suis tombée un peu par hasard sur l'école qui est à Montpellier. Il y a 3 écoles différentes. Il y en a une à Paris, une à Montpellier et une à Nîmes. La seule de Nîmes, c'est une fac. Donc là, il faut déjà avoir un diplôme, au moins un bac+2 pour y rentrer. D'accord. Moi, j'avais que mon bac et je voulais déjà faire cette école. Du coup, j'ai commencé par une école préparatoire de détective privé. Donc, c'est une formation préparatoire au métier d'investigation. Okay. Et j'ai été prise à Montpellier, donc du coup j'ai continué mon cursus là-bas. J'ai fait ensuite un diplôme CQP agent de recherche privée qui donne accès au poste salarié du métier. D'accord, ok. Et donc par la suite, j'ai été salariée dans 2 agences différentes, une à Nîmes et une à Marseille, pour à peu près une dizaine de mois. C'était très enrichissant et donc grâce à ça, j'ai pu m'inscrire pour finir toute la partie cursus formation de responsable d'investigation et d'opération de recherche. Et d'accord. Et au total, donc, tu as fait combien d'années d'études ? Alors au total, à peu près 3 ans. Évidemment, il y a des parties stages qui m'ont aussi permis de voir ce que c'était en vrai. Donc, tu as fait des stages avec d'autres détectives privés, c'est ça, dans d'autres agences ? C'est ça, exactement. Ouais, j'ai fait mes stages dans la même agence à Marseille. Tu suivais le détective privé ou comment ça se passait ? Parce que c'est pas évident là non plus d'être en stage dans ce métier. Alors c'est vrai que c'est pas évident. Donc du coup j'étais encadrée par soit le salarié, soit par le patron qui m'aidait aussi. Même quand j'étais chez moi sur mes recherches, j'avais des questions, je l'appelais beaucoup. Quand j'avais besoin de lui sur le terrain, il venait.
J'étais beaucoup avec le salarié aussi. Donc c'est vrai qu'au début, c'est une mise en place. Il faut apprendre le métier, il faut savoir comment réagir. Donc j'ai été longtemps sur le siège passager. Voilà. Et puis ensuite, on me laisse la main et quelqu'un est toujours là pour t'accompagner. En tout cas, au début, ça marche comme ça. C'est pas obligatoire en fait. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile à apprendre pour toi dans ce métier? L'attente de mission. Parce que évidemment, au début, on a envie d'aller sur le terrain, de conduire, de suivre des gens, de faire des enquêtes, de poser des questions au voisinage. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est que s'il n'y a pas de mission ou si les missions sont sur l'ordinateur à rechercher des informations, commander des documents sur Internet, bah c'est beaucoup moins excitant déjà. D'accord, oui. En fait, une mission, c'est du coup un client qui va te demander une recherche, mais qui va pas forcément nécessiter que tu sois sur le terrain. Donc là, forcément, si tu es sur ton ordinateur, c'est beaucoup moins drôle, quoi. Oui, c'est ça. Après, il y a toujours une partie où on se dit, bon, j'ai réussi à avoir l'info, je suis contente aussi. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était ce qui était le plus dur pour moi, c'est de me dire, mais comment ça, je vais pas prendre ma voiture demain? C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours comme ça qu'il faut marcher. Et alors, quand tu fais des recherches sur Internet, tu as des techniques particulières? Enfin, tu fais une recherche comme tout le monde sur Google, tu as des sites où tu peux trouver des informations. J'imagine que vous avez des outils aussi. Alors, c'est vrai qu'on a des outils qu'on se transmet un peu entre détectives. Voilà, des sites qui sont plus ou moins bien faits, des fois des abonnements à prendre qui sont plus ou moins facilitants pour le travail et qui sont mieux adaptés à nous. Ouais. Mais on n'a pas de base de données comme les notaires ou certaines professions comme les gendarmes. On n'a pas tout ça. Donc, en fait, c'est nos recherches à nous, c'est le bouche à oreille entre détectives en fait. Alors c'est vrai qu'on a des sites qu'on connaît qui sont plus adaptés à notre profession, mais tout est libre, tout est sur Internet. Des fois on s'abonne parce que c'est plus facile d'avoir des informations si on s'abonne ou si on s'inscrit sur un site particulier. Mais c'est vrai que c'est plus entre nous. Si des fois on a besoin d'entraide, on contacte un collaborateur ou quelqu'un qu'on connaît dans la profession qui va peut-être nous aiguiller. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de base de données comme certaines professions où ils ont plus d'informations. Nous, c'est tout Google en fait qui est libre pour nous. D'accord, oui, d'accord. Et alors, est-ce que vous faites appel des fois à des cabinets, par exemple, de généalogistes, peut-être aussi des notaires, enfin, vers des professions en fait qui pourraient vous apporter des informations supplémentaires? Ah oui, bien sûr. De toute façon, c'est évident que nous, on ne peut pas non plus tout faire. Les généalogistes sont plus justement dans tout ce qui est recherche de personnes, ascendants, descendants. Ils ont plus de bases de données. C'est vrai que pour eux, c'est plus facile. Et puis, ça me paraît normal que nous, on n'est pas forcément spécialisés là-dedans. Je sais qu'il y a des détectives qui sont spécialisés dans la recherche de personnes. Bon, je pense que ça vient en fonction des missions, du temps. Pour l'instant, je peux pas dire que je suis spécialisée. Donc, je raisonne un peu comme ça. Disons que je suis pas spécialisée, donc je demande à quelqu'un qui l'est. D'accord, oui, je comprends. Et là, justement, quel type de mission tu réalises tu as lancé ta société? Eh ben, c'est beaucoup de missions différentes. Ça peut être des missions qui sont de l'ordre familial, donc évidemment la recherche de personnes. Ça peut être la réévaluation d'une pension alimentaire ou une prestation compensatoire. Ça peut être avoir des éléments de preuve pour ou contre la garde d'un enfant. Évidemment, il y a un peu de divorce parce que bon, les mariages pour faute. Tout ce qui est adultère, bon, évidemment, c'est plus de l'information que pour le divorce, mais ça peut servir. Après, il y a beaucoup d'affaires dans les entreprises. Ça peut être du vol en interne, ça peut être de la concurrence déloyale, de l'arrêt maladie abusif. Ça peut être beaucoup de choses, finalement. Tu t'occupes autant de missions pour des particuliers que pour des professionnels, enfin des entreprises en fait. C'est une pratique qui est assez courante, du coup, de faire appel à un détective privé pour particuliers ou des entreprises? Alors peut-être que c'est plus difficile pour un particulier de se dire tiens, je vais contacter un détective privé parce que là je suis un peu embêtée, j'ai vraiment un souci et j'ai besoin en fait d'avoir un apport de preuve ou de constater des faits. C'est peut-être plus difficile pour un particulier parce que il a peut-être pas ça, c'est peut-être pas dans ses mœurs, c'est peut-être pas communiqué autour de lui. Par contre, une société,
une entreprise qui a beaucoup de salariés, qui a quelques soucis, peut-être que ça viendra à lui plus facilement. Mais c'est vrai qu'en pourcentage, on a quand même plus de particuliers à venir. Des fois, ça arrive qu'on ait des missions qu'on doit refuser parce que elles ne font pas partie du cadre moral, légal et légitime qu'on s'impose. Eh oui. Donc là, effectivement, on a tout à fait le droit de dire à une personne, écoutez, je ne peux pas prendre cette mission parce que c'est pas moral, c'est pas dans ma façon de faire, c'est pas ce que j'aurais souhaité moi, en tout cas à votre place. Mais c'est difficile aussi de l'expliquer parce que évidemment, quelqu'un qui arrive avec un souci et qu'on lui explique que nous, c'est pas tout à fait légal si on l'aide, il y a une chance sur 2 qu'il aille voir quelqu'un d'autre dise oui. Mais le but aussi, c'est de nous protéger, nous, s'il y a un souci. Il faut que les gens aussi comprennent que c'est un service, c'est quelque chose qu'on est là pour les aider, il n'y a pas de souci. Mais quand il n'y a pas nécessité, il ne faut pas penser que c'est à nous une obligation de les aider. Oui, d'accord. Et puis en plus, c'est une profession, j'imagine, qui est très réglementée. Vous ne pouvez pas non plus répondre à toutes les demandes. Oui, c'est ça. On est réglementé. Donc nous, on est sous la tutelle du CNAPS. Donc c'est le Conseil national d'activité de privé et de sécurité. Ok. Donc c'est vrai que c'est le régulateur de la sécurité privée en général. Donc ça ne régule pas que nous. C'est un peu notre police administrative et aussi notre conseiller. Donc si on a des questions sur la profession, on se tourne un peu vers eux. Mais c'est vrai qu'on fait partie aussi du code de sécurité intérieure. Donc c'est vrai qu'on a une définition, on a un code de déontologie, on existe vraiment. D'accord. Quelles qualités ou quelles compétences, en fait, sont, à ton sens, les plus importantes pour être détective privé ? La discrétion, c'est indispensable. Si on est un super juriste, qu'on est un super en filature, qu'on est très bienveillant avec les gens, si on n'est pas discret, on n'y arrive pas. Dans tous les instants, il faut être discret. Dans la voiture, quand on tue quelqu'un, même dans la vie en général. Si on commence à parler de nos clients, de ce qu'on a fait aujourd'hui comme travail, c'est pas possible. Il y a un secret professionnel à garder. C'est quand même très important. La discrétion, c'est vraiment la base, en fait, du détective privé, quoi. Vraiment, ouais. D'accord. Et alors, quand tu as terminé ton école, tu t'es lancé directement, en fait? Tu as créé ton agence de détective privé tout de suite? Alors, j'ai commencé par être salariée, ce qui me paraissait normal, pour avancer, commencer en bas de l'échelle. J'ai été 8 mois à Nîmes et 2 mois à Marseille. Donc ensuite, j'ai bien confirmé que je voulais faire ça. C'était exactement ce que je voulais faire. Donc là-dessus, j'avais pas de souci à me faire. Ensuite, j'ai validé mes derniers diplômes et là, je me lance actuellement. Effectivement, je crée mon agence et je me lance en fait. D'accord. Et c'est compliqué de créer une agence? Est-ce que ça demande beaucoup de démarches administratives, une réglementation à suivre? Enfin, est-ce que du coup, c'est très contraignant, plus qu'une société locative, quoi, en micro-entreprise, par exemple? Eh bien oui, parce qu'il y a des agréments supplémentaires à demander. Moi, vu que j'ai travaillé en tant que salarié, j'ai déjà un numéro de carte professionnelle. Ok. Mais c'est obligatoire. Donc ça, je l'avais déjà. Par contre, il faut un numéro d'agrémentation personnelle, donc que j'ai demandé pareil au Conseil national d'activité privée de sécurité, qui m'a délivré un numéro qui me permet d'ouvrir une agence et garantir mon travail. Une fois que l'agence est créée, il faut demander un second agrément pour l'agence. D'accord. Et là, du coup, tu as terminé toutes ces démarches, tu as réussi à tout mener? Eh bien, je suis dans l'attente du dernier Saint Graal, si je puis dire. J'attends mon autorisation de travail. J'en suis là pour l'instant. D'accord, très bien. Justement, quand on crée sa société de manière classique, on sollicite beaucoup son réseau, sa famille, ses amis, justement pour avoir des clients, pour se faire connaître. Toi, dans ton cas, c'est un peu plus compliqué, justement, pour les soucis de discrétion. Comment tu fais, en fait, pour développer ton activité, trouver des clients? Alors, c'est vrai que j'ai commencé par parler autour de moi, mais surtout au niveau de mes confrères, pour travailler avec eux. Mais c'est vrai que pour mon agence, pour travailler et avoir des clients, c'est vrai que j'ai commencé par des réseaux de femmes. En fait, j'ai commencé comme ça. J'ai essayé de rentrer dans des réseaux féminins de porteuses d'affaires ou d'entrepreneuses.
D'accord. Après, c'est vrai que c'est des réseaux qui sont un peu fermés. Ça me permet de pas forcément me faire connaître par tous, mais aussi de me faire aider dans la création, dans des fois les doutes qu'on peut avoir au début. Voilà, c'est un ensemble en fait que j'ai décidé de rentrer dans ces réseaux comme ça pour me faire connaître et puis aussi pour me faire aider. Oui, je comprends, ouais, parce que en plus la création d'une entreprise, c'est pas évident. Toi, t'es associée ou pas? Alors, je suis toute seule dans ma société. Par contre, je fais partie d'un groupe que j'ai rejoint en créant l'agence, qui est Fides Investigation. La gérante, c'est une amie très proche à moi, qui elle est installée en Bretagne, et on a toujours voulu travailler ensemble. Donc, on D'accord. s'est dit plutôt que de faire du travail à distance ensemble, on va faire quelque chose vraiment ensemble. Donc, on porte le même nom. Vous pouvez vraiment travailler main dans la main quand il y a une mission. Enfin, du coup, vous pouvez vraiment vous entraider. Voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que si j'ai un doute ou si je suis un peu coincée sur une mission, elle va m'apporter son aide, elle va me dire comment elle aurait fait elle. Pareil pour moi, quand elle a des doutes, je lui donne mon point de vue. Si jamais on a besoin d'être à deux sur une mission, ça permet d'être à deux. Oui. Voilà. Des fois, c'est des petits plus, vraiment. Ah oui, j'imagine, ouais. Et puis, effectivement, il y a des missions qui doivent demander peut-être beaucoup de recherche et il est nécessaire d'être au moins deux pour pouvoir les faire, quoi. Oui, c'est ça. Et puis bon, c'est vrai que on est deux cerveaux finalement, donc ça aide beaucoup certaines fois. Ouais, c'est sûr. Et alors, est-ce que tu aurais une anecdote marquante à raconter, en fait, dans ton vécu professionnel? Alors j'en ai, mais c'est vrai que ce qui est le plus marrant, c'est souvent quand on suit quelqu'un ou que la personne se stationne, voilà, sur un parking ou sur une grande allée. Souvent, les gens cherchent leur voiture. Et moi, je suis là, mais elle est là ta voiture. Je sais où elle est. Et la personne cherche la voiture pendant 10, 15 minutes. Et je me dis, mais mince, mais moi, je sais où elle est ta voiture. Des fois, toute seule, je rigole parce que je me dis, mais mince, moi, je sais où elle est. Voilà, sauf que je peux pas venir te voir et te dire, bah tiens, elle est là. Ça, c'est ça. Et ça, c'est vraiment drôle. Mais dans ma vie perso aussi, je veux dire, c'est tout bête, mais des fois, je me prête au jeu. Je me dis, allez, je me lance juste pour rigoler, quoi. Mais c'est vrai qu'une fois, j'étais à la recherche d'un appartement et j'avais rendez-vous pour visiter. Et en fin de compte, ce que je savais pas, c'est que quelqu'un d'autre aussi venait visiter pour louer en même temps que moi. Bon, je l'ai vite compris parce que j'ai vu qu'on était deux à attendre devant la même résidence, donc j'ai vite compris qu'on allait être deux. Mais cette personne en face de moi, elle m'a prise pour l'agent immobilier. D'accord. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Alors j'ai dit, oui, c'est un appartement. Alors, je commençais à décrire ce que je savais finalement sur l'appartement. Et la dame, elle me posait des questions. Puis quand je ne savais plus répondre, j'ai fini par lui dire, bon, écoutez, en fait, je suis comme vous, je viens le voir et juste, je me suis lancée parce que vous me posiez des questions. D'accord. Elle l'a bien pris, du coup? Ça va? Oui, bien sûr, oui, bien Ouais. sûr. C'était histoire de 5 minutes, mais c'est vrai que c'était drôle parce qu'elle m'a dit, ah, mais je pensais vraiment que vous étiez l'agent immobilier. Ah oui, donc tu as réussi à la bluffer, quoi. C'est bien. Oui, bon, Parce que ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que tu dois travailler, quoi. Jouer parfois des rôles pour être crédible. c'est souvent des petits rôles qu'on prend parce que on peut pas se permettre de se faire passer pour des fonctionnaires ou voilà, tout ça c'est interdit complètement. D'accord. Donc c'est juste des toutes petites adaptations en situation pour laisser croire en fait que tu fais Voilà. autre chose que ce qui n'y paraît, quoi. Voilà, c'est ça. Après, dans notre profession, on a le droit de ne pas dire qui on est. Donc, c'est vrai que si jamais quelqu'un me voit dans la rue et me dit oui, vous me suivez, eh ben non, non, je suis une personne qui est sur la voie publique, qui marche, qui a tout à fait le droit d'être là. Tant que je respecte les lois déjà de tout le monde, j'ai aussi le droit d'être là comme vous, quoi. Quand tu as créé ta société, comment ta famille a réagi? Est-ce qu'ils t'ont encouragé? Est-ce que tu as été encouragé aussi par ton entourage? Est-ce que tu as été un peu aidé? Parce que c'est vrai que comme tu disais, c'est beaucoup de démarches, c'est pas évident de créer sa société. Et des fois, on est content d'être entouré par ses proches. Alors c'est vrai que ma famille m'a vraiment soutenue. Ma sœur et mes parents, c'était vraiment une révélation un peu pour eux parce que c'est vrai qu'ils connaissaient pas ce métier, mais ils ont tout de suite compris parce que c'est vrai que ça me collait très très bien. Donc c'est vrai qu'ils m'ont vraiment beaucoup aidée, moralement évidemment, dans mes démarches, dans les conseils qui pouvaient m'aider, dans les conseils qu'ils pouvaient me donner, parce que mes parents sont chefs d'entreprise, donc en plus de ça, ils ont un avis. Ils sont vraiment
vraiment tous derrière moi. Ça me fait vraiment plaisir. Mes amis proches ont vite compris aussi. C'est aussi un métier qui doit prendre beaucoup de temps en dehors des horaires classiques de travail, hein. Donc j'imagine que de temps en temps, tu dois travailler le soir, le week-end, donc tu n'es pas toujours disponible pour tes proches ou tes amis. Et ça, il faut pouvoir leur expliquer aussi, non? Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que j'ai toujours été quand même indépendante. Donc, bon, dès que je peux voir mes parents, évidemment, je le fais. Mais c'est vrai que ils comprennent parce que eux-mêmes ont un métier très prenant et ils savent ce que c'est de travailler beaucoup. Donc, c'est vrai que puis bon, moi, mes horaires, c'est vrai que j'ai du mal à les définir puisque c'est des horaires en fonction des gens. Donc, c'est vrai que s'ils commencent tôt le matin, bah, moi aussi. Et s'ils finissent tard, bah, moi aussi. Donc Voilà, c'est c'est vrai ça. que, mais ils comprennent vraiment. D'accord. Est-ce que toi, tu as l'impression d'apporter ta pierre à l'édifice pour améliorer la vie dans le monde actuellement? Alors oui, dans le monde, bon, peut-être à plus petite échelle pour l'instant, mais c'est vrai que notre métier, la profession de détective privé, c'est quand même un métier qui est là pour aider les tierces dans la défense de leurs intérêts, voilà, que ce soit pour un but, ensuite pour un procès ou même pour une entreprise pour bien se défendre, pour lutter contre une perte économique. Voilà, donc c'est un métier qui est vraiment là pour aider les gens. Contrairement à tout ce qu'on peut dire, on n'est pas là pour rendre des gens malheureux ou dénoncer des choses. Voilà, c'est vraiment des constats. On aide à la défense des intérêts des personnes qui viennent nous voir. Quand c'est pas le cas et qu'il n'y a rien à dire, eh ben, il n'y a rien à dire. Par contre, quand on peut aider et que c'est vraiment des choses morales, légales et légitimes, voilà, c'est ça notre but, c'est d'aider les gens. Mais il y a un but précis derrière, il y a une motivation qui en vaut la peine. C'est ça, et puis en plus, bon, l'espionnage est interdit en France, donc je me permets de, de dire ça parce que c'est important. On n'espionne pas, c'est interdit. On fait de la lutte contre l'espionnage, par contre, mais c'est vrai que ce sont des choses importantes et on en parle peu en fait. Ouais, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, on a une image de la profession qui est surtout véhiculée par les films, les séries, et qui est pas toujours très juste forcément, quoi. Oui, et puis qui est souvent aussi à l'américaine, donc on ne peut pas toujours tout faire. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que l'image de la cascadeuse résonne en toi, pour le coup? C'est une bonne définition que mon métier, cascadeuse. J'aurais pu m'appeler comme ça, en fait. Tant sur le côté physique, prise de risque. Et voilà, il faut être aussi un peu téméraire, il faut y aller. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même, pour le coup, c'est vraiment un métier qui colle bien au profil de la cascadeuse, c'est sûr. Oui, vraiment. Et puis, j'ai un petit côté liberté aussi. C'est vrai que tout ça, ça donne vraiment la bonne définition. Et alors, toi, est-ce que tu avais toujours imaginé que tu serais entrepreneuse? Tu as toujours rêvé de créer ton agence de détective ou alors c'est venu après ton activité de salariat, tu t'es dit, tiens, pourquoi pas moi? Alors, c'est vrai que j'ai toujours voulu ouvrir mon agence, travailler pour moi, si je puis dire. Évidemment, j'ai été un peu élevée là-dedans aussi. Mes parents sont tous les deux gérants d'entreprise. Donc, forcément, je sais ce que c'est de travailler beaucoup et d'être à son compte. J'étais élevée là-dedans. Après, je comprends que beaucoup de personnes souhaitent se diriger vers ça aussi. Vu que j'ai besoin de liberté, ça va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je travaille pour moi. Si j'ai une difficulté, j'essaye de le gérer avec ma confrère en Bretagne. Oui, tu as baigné dans la culture. Ouais, c'était ça. J'étais un peu toujours été dedans. Et puis, vraiment conseiller autour de moi. Mais c'était mon but. Je voulais déjà faire ça avant d'être salariée. D'accord. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui, comme toi, veulent se lancer en tant que détective privé? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, des astuces? Ah oui, bien sûr. Il faut s'accrocher, évidemment. Puis, il faut se lancer. C'est une belle aventure. Est-ce que tu aurais des livres, des films, des podcasts qui, toi, t'ont inspiré, que tu aimerais recommander? Mon âge fait que j'ai plus été inspirée par Véronica Mars, si vous connaissez. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plus à mon image. S'il y a le livre Dans la tête d'un tueur, Jean-François Abgral qui l'a écrit. Ah oui.
Donc lui, il était gendarme. C'est une affaire surprenante. Voilà, c'est sur l'affaire Francis Holm. Et donc bon, c'est un livre un peu difficile. Enfin, moi, quand on connaît l'affaire, c'est pas toujours, c'est pas du plus humoristique, on va dire, mais c'était très intéressant. Avec le point de vue d'un gendarme. Oui, c'est ça. Et puis, c'est quand même l'enquêteur de l'affaire. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant de voir son point de vue, voir ses méthodes. Et puis, il écrit bien. Donc, c'est vrai que c'était un super livre. Merci beaucoup, Tiffaine, d'avoir pris la parole et de nous avoir expliqué ton métier. Je suis ravie de t'avoir accueilli sur le podcast. Et bonne chance dans ton activité. Super. Merci à toi, Cindy. Et puis, merci de m'avoir invitée. À bientôt. J'espère que ces échanges vous ont plu et qu'ils vous permettront de mieux comprendre le métier de Tiffaine. N'hésitez pas à liker cet épisode et à vous abonner si vous avez aimé.